les Européens, en réalité, achètent du pétrole russe. Et ils le savent pertinemment. Donc, les Européens qui condamnent les Indiens, en réalité, eh bien, si vous voulez, ne font que financer indirectement la guerre. Donc, c'est un jeu de dupe quelque part, parce que, et d'ailleurs, quand vous regardez les schémas, un peu la répartition des ventes de pétrole russe, on voit bien que l'Europe a considérablement diminué, on voit ici sa consommation, mais l'Inde, par exemple, a considérablement augmenté, et en réalité, ce qu'on ne voit pas évidemment sur ce diagramme, c'est que le pétrole indien qui a été raffiné ici va repartir en Europe. L'Europe a toujours besoin de pétrole. Et le pétrole russe avait l'avantage d'être relativement bon marché, et il a l'avantage par rapport aux Chinois et aux Indiens que ce sont deux pays des BRICS, deux pays qui sont des alliés, des amis de la Russie, et donc ils reçoivent ce pétrole avec un rabais considérable comparé au prix du marché. Et comme les Européens, en essayant d'appliquer des sanctions sur le pétrole russe, en fait, ont restreint le marché. Ils ont contraint le marché, et donc ils ont fait augmenter les prix. Donc, c'est paradoxal, mais ce qui se passe, c'est que les prix du pétrole ayant légèrement augmenté, des pays comme l'Inde et la Chine peuvent recevoir du pétrole de la part des Russes avec un rabais, et malgré ce rabais, les Russes continuent à gagner de l'argent. Donc c'est le problème quand on commence à mettre des sanctions sur un produit qui a une existence, disons, limitée, n'est-ce pas? C'est pas infini le pétrole, il a une existence, il a une présence sur le marché qui est limitée, et puis que d'autre part, les besoins des consommateurs sont inchangés. Par conséquent, les Européens ont évidemment créé cette augmentation du prix dont bénéficient aujourd'hui la Chine et l'Inde à travers des rabais. Et des pays comme l'Inde qui ont un PIB par habitant qui est extrêmement faible. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Jay Shankar lorsqu'on lui a reproché récemment d'acheter du pétrole. Il disait, nous, on a un PIB qui est de l'ordre de $2000 par tête d'habitant, alors que les pays d'Europe ont quelque chose plus de $20 000 par tête d'habitant. Par conséquent, pour nous, les différences de prix sont extrêmement significatives. L'Inde a encore une économie relativement fragile, qui est en expansion, en amélioration, mais qui reste très fragile, notamment du fait des structures sociales. Par conséquent, pour les Indiens, renoncer au pétrole russe, c'est se mettre dans une situation où le pétrole devient quasiment impayable et ne répond plus du coup aux besoins de l'économie. Donc pour les Indiens, il y a pas photo, l'idée d'obéir aux Européens et aux Américains pour interrompre leur importation de pétrole russe, tout ça n'entre pas en considération pour eux. Et pour la Chine, elle est suffisamment puissante pour se permettre d'absorber les éventuelles sanctions ou droits d'importation imposés par les Américains. Par conséquent, lorsque les Américains sont arrivés avec cette menace, eh bien, les deux lui ont ri au nez, ils lui ont dit, écoute, d'ailleurs, même Modi, il a pas pris le téléphone quand Trump a essayé de l'appeler à 4 ou 5 reprises, je crois, et Modi n'a tout simplement pas répondu au téléphone. Donc, c'est des pays, on en reparlera quand on parlera de la réunion en Chine de l'Organisation de coopération de Shanghai, les pays non européens aujourd'hui n'ont plus besoin d'avoir, ou plus dans la même mesure en tout cas, n'ont plus besoin d'avoir les Occidentaux, et par conséquent, ils peuvent se permettre
de dire non. Et c'est pour ça que les Américains n'ont pas réussi avec ces sanctions sur l'Inde. Et donc Trump dit, pourquoi c'est à nous de toujours appliquer les sanctions? Il dit aux Européens, si vous voulez résoudre votre problème, alors appliquez-vous aussi les sanctions. Et puis c'est à vous. Le problème, c'est que les Européens savent très bien qu'ils ils appliquent des droits de douane sur le pétrole indien qui déjà se vend au prix du marché et que les Indiens font un bénéfice dessus, mais et qu'il y a encore des droits de douane par-dessus, l'énergie devient absolument impayable pour les Européens. Et c'est la raison pour laquelle les Européens ne veulent pas mettre des droits de douane sur les importations de pétrole qui viennent d'Inde. Donc voilà un petit peu où on en est. On voit que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et les Européens n'ont pas de vraie solution au problème. Et c'est la raison pour laquelle ils évoquent des solutions qui sont des solutions militaires, mais de nouveau, sans l'apport des Américains, ces solutions n'ont très peu de chances d'être mises en œuvre. Comment elles sont gérées, si vous voulez. Et on pourrait imaginer effectivement que l'Union européenne, par exemple, fasse une opération de maintien de la paix en Ukraine. Mais vous voyez ici que les opérations de maintien de la paix qui sont généralement faites, alors on va peut-être oublier la partie de gauche et de droite ici, sous mandat d'une organisation, bien qu'on pourrait avoir d'autres organisations, mais en l'état, on va peut-être, pour la simplicité de ce discours cette fois-ci, on va mettre de côté l'option d'un mandat de l'Union africaine. Mais on voit bien que pour avoir une situation en Ukraine, on est obligé d'avoir un mandat des Nations Unies. Et ce mandat, il vient du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans le Conseil de sécurité, vous avez évidemment la Chine et la Russie qui s'opposeraient à la participation, par exemple, d'une opération de maintien de la paix qui serait faite sous l'égide de l'OTAN, par exemple. Ici, vous avez différents cas, j'ai pris différents exemples d'organisations qui exécutent des opérations de maintien de la paix, mais sous mandat des Nations Unies. Donc, la première solution d'une opération de maintien de la paix sous mandat exclusif des Nations Unies, on peut l'exclure. Des opérations qui seraient exécutées par l'OTAN, l'Union européenne, ou sous une forme hybride, par exemple, comme ça s'était fait au Darfour, c'est-à-dire ici on a l'Union européenne et les Nations Unies qui se partagent le travail. On pourrait avoir une solution comme ça avec, par exemple, l'organisation de coopération en matière de sécurité, le CSTO, dont on parlera tout à l'heure, qui pourrait faire peut-être quelque chose avec l'OTAN. Ce serait théoriquement pas impensable, mais dans le contexte ukrainien, c'est impensable puisque les Russes ne veulent pas d'OTAN. Donc vous pouvez pratiquement exclure toutes ces solutions-là. Il n'y aura pas de mandat des Nations Unies, il y aura pas. Donc ça veut dire que s'il y a une intervention militaire occidentale, disons, européenne, puisque les Américains ne veulent pas, eh bien elle peut se faire que de manière bilatérale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne parle pas vraiment d'opération de maintien de la paix, on parle d'opération de réassurance, puisqu'il s'agit finalement après un éventuel cessez-le-feu, de donner une capacité de réaction à l'Ukraine qui serait très modeste, puisqu'on parle de quelques dizaines de milliers de militaires, voire même 10 000 seulement. Enfin bref, les chiffres varient et on ne va pas les discuter ici. Toujours est-il que les Européens n'ont pas la capacité de déployer une force qui serait capable, à elle seule, ou avec l'armée ukrainienne, d'affronter la Russie. Et c'est pour ça qu'il faudrait ce backstopping ou ce filet de sécurité donné par les Américains que les Américains ne veulent pas donner. Donc on est un petit peu dans une situation où les Européens continuent à macérer dans leur même jus en évoquant des scénarios qui n'ont à peu près aucune chance d'être réalisés. Alors, c'est là où le problème des
des garanties de sécurité est mal compris par les Occidentaux. Je pense que, comme on l'a vu, techniquement, si l'OTAN était extrêmement puissant, s'il avait la volonté de s'engager dans un conflit qui pourrait même déboucher sur une guerre mondiale, etc., et qu'il était suffisamment confiant qu'il pourrait avoir le dessus dans un tel conflit, alors le problème serait très différent. Mais le problème est qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que l'OTAN n'est pas en mesure d'imposer sa volonté par la force, et que par conséquent, toutes comme j'ai dit tout à l'heure, tous ces plans sont finalement pratiquement lettres mortes dès le départ. Donc il faut trouver autre chose. Et les garanties de sécurité, ça n'est pas des opérations de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix ou équivalentes, elles ne sont pas destinées à perdurer. Elles sont destinées à consolider une paix pour éviter les débordements, pour assurer la mise en place d'un accord de paix, par exemple, mais ensuite elles doivent disparaître. Les opérations de maintien de la paix n'ont pas vocation à rester. Or, dans l'idée des Européens, on a quelque chose qui est comme une présence permanente. Donc, il y a quelque chose de différent. Et effectivement, les garanties de sécurité, elles doivent avoir un caractère permanent. Mais il ne faut pas les envisager comme le font les Européens, parce que là, comme je l'ai dit, on est déjà, ça ne se réalisera pas. Donc, il faut envisager des garanties de sécurité. D'ailleurs, comme l'avaient proposé les Ukrainiens en mars 2022, ces garanties de sécurité sont de nature essentiellement politique. C'est-à-dire que vous avez, et je rappelle que j'avais expliqué, je crois, sur cette chaîne, que l'idée des Ukrainiens qui avait été présentée aux Russes en mars 2022, elle s'inspirait des solutions qui avaient été adoptées tout d'abord pour la Suisse en 1815, pour garantir sa neutralité, garantie par la Prusse, l'Autriche, enfin l'Empire austro-hongrois, la Grande-Bretagne et la Russie d'ailleurs. C'est les 4 grandes puissances qui avaient garanti la neutralité de la Suisse. Et ce modèle a été repris, et je crois que j'avais montré ce document des Nations Unies, pas des Nations Unies, de la CIA, pardon. J'avais montré ce document. C'est un document de la CIA qui a été écrit en 1955 pour garantir la sécurité de l'Autriche. Et la CIA recommande de reprendre le même modèle que ce qui avait été adopté pour la Suisse, c'est-à-dire mais on est en 1955 ici, l'Autriche n'est pas indépendante encore, et il faut garantir sa sécurité, garantir sa neutralité, et du coup, la proposition de la CIA, c'est de prendre les 5 membres du Conseil de sécurité pour garantir, non, pardon, pas les 5 membres du Conseil de sécurité, c'est faux, ce que je dis, c'est les 4 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les puissances occupantes de l'Autriche à ce moment-là, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique, pour garantir la sécurité de l'Autriche. Et c'est ce qui a finalement été adopté, et c'est comme ça que l'Autriche est devenue neutre et est devenue indépendante, avec son indépendance et sa neutralité garantie par les 4 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque, en 1994, l'Ukraine a voulu des garanties de sécurité lorsqu'elle a dû rendre les armes nucléaires qu'elle avait sur son territoire, ce qui a conduit d'ailleurs au mémorandum de Budapest, qu'on ne va pas traiter ici. Mais l'idée des Ukrainiens, à ce moment-là, c'était de reprendre le même schéma qui avait été adopté pour l'Autriche et pour la Suisse. Et donc d'avoir une garantie de sécurité donnée, alors cette fois-ci non pas par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais par les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en 2022, lorsque l'Ukraine a proposé à la Russie des garanties de sécurité pour l'Ukraine, elle a proposé, eh bien, elle est revenue sur le même schéma qu'elle avait
pas adopté puisque finalement le projet est tombé à l'eau, mais l'idée, elle a repris la même idée qu'en 1994, c'est de faire garantir la sécurité de l'Ukraine par les 5 membres du Conseil de sécurité. Ces 5 membres comprennent naturellement la Chine et la Russie, et évidemment la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et ce qui est intéressant dans ce concept de garantie de sécurité, c'est qu'elle offre un cadre pas seulement d'affrontement, comme on l'a aujourd'hui proposé par les Européens, enfin Emmanuel Macron, von der Leyen et compagnie, et le Britannique Keir Starmer, qui est une dynamique d'affrontement, mais on est dans une logique de dialogue, puisque les deux parties, si vous voulez, de part et d'autre, on a des garanties sur l'indépendance, la neutralité et l'existence de l'Ukraine. Et ça, c'était assez intelligent de la part de l'Ukraine à ce moment-là. Et les Russes étaient d'ailleurs partie prenante pour ça. Et c'est pour ça qu'ils étaient favorables à cet accord. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les Russes proposent de revenir à la proposition ukrainienne de 2022. C'est la raison pour laquelle, dans les négociations qu'il y a aujourd'hui, les Russes disent on reprend la négociation pour nous. C'est les négociations qu'il y a maintenant, et d'ailleurs qui sont toujours à Istanbul, doivent être dans la continuité de ce qui s'est passé en mars-avril 2022. Et c'est notamment l'idée que s'il y a des garanties de sécurité, c'est pas nécessairement des garanties qui sont par la présence de troupes sur le territoire, mais qui sont des garanties qui sont aussi de nature politique, qui peuvent éventuellement devenir militaires si la concertation entre les différents acteurs ne se fait pas, mais qui peut devenir militaire donc. Mais l'essence de ces garanties de sécurité sont essentiellement politiques ou géopolitiques, si vous voulez, en partant du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus d'autres pays, comme on avait évoqué, j'avais dit d'ailleurs dans une émission précédente qu'il y avait environ entre 10 et 11 pays, et 15 pays, en fait il y en avait 11, je crois, qui avaient été évoqués avec d'autres pays comme le Brésil, par exemple, etc. Bref, on va pas rentrer. Mais l'idée, donc, la concept de garantie de sécurité de la part des Russes et de la part des Européens est très différent. Des Européens voient quelque chose qui est extrêmement simpliste, quelque part, qui s'apparente à des troupes de maintien de la paix, mais les troupes de maintien de la paix, comme le nom l'indique, maintien de la paix, ça veut dire qu'il y a une paix et qu'on veut la maintenir. Et pour avoir la paix, il faut avoir le dialogue entre les deux. Or, les Européens ne veulent pas d'un dialogue avec la Russie, ils veulent imposer un cessez-le-feu et puis des troupes qui seraient là. C'est pour ça que le mot maintien de la paix, d'ailleurs, ne s'applique pas du tout. Et c'est là où on est dans une différence fondamentale entre les Russes d'un côté, qu'une approche qui, vu les expériences historiques, sont beaucoup plus réalistes, que les Européens qui essayent finalement, et on est dans l'optique comment Emmanuel Macron, c'est le jeune coq qui essaye de montrer qu'il est encore fort, donc il faut montrer qu'on est fort, il faut montrer etc., etc. Mais là, on est sur comment dire, un écart presque philosophique dans la conception de ce que doivent être les garanties de sécurité. Je répète, pour moi, les seules garanties de sécurité qui sont vraiment efficaces sont celles qui sont acceptées de part et d'autre. Or, aujourd'hui, vu la situation sur le terrain, vu l'incapacité des Européens à imposer un choix à la Russie, toutes ces négociations qui se font d'ailleurs en écartant systématiquement la Russie, parce qu'on veut lui imposer ça, n'est-ce pas? C'est un peu la défaite qu'on essaye de concrétiser, parce qu'on voit bien que sur le terrain, ce sont les Russes qui gagnent. On veut lui imposer une défaite, et cette défaite, eh bien, c'est l'imposition d'un cessez-le-feu. C'est un peu, on est dans quelque chose qui est assez enfantin quelque part, pas très surprenant de la part des dirigeants européens, mais qui est, oui, une manière assez enfantine de régler les choses. Voilà donc cette situation. Alors évidemment, les Russes, eux, comprennent très bien que tôt ou tard,
les Européens devront passer par les fourches caudines de la Russie. Par conséquent, ils ne sont pas pressés dans cette configuration d'arrêter de se battre, puisqu'ils ils sont gagnants. Mais de nouveau, il faut bien comprendre le mécanisme. Les Russes arrêteront, ils se battent pas aujourd'hui parce qu'ils gagnent. Ils continuent à se battre parce que leurs conditions ne sont pas reconnues et acceptées, ni même envisagées par les Européens. C'est ça qui les fait continuer à se battre. Et comme ils sont gagnants, évidemment qu'ils ont beau jeu d'avoir cette stratégie-là. Mais l'idée, c'est de faire augmenter la pression, et on le voit aujourd'hui avec d'ailleurs une intensification des attaques ukrainiennes dans la profondeur du territoire, des attaques russes sur le territoire ukrainien, ce qui est facilité d'ailleurs par le fait qu'une partie grandissante de la population ukrainienne se trouve en désaccord avec la conduite politique du pays, et qu'une partie croissante de la population ukrainienne, finalement, a entamé une sorte de résistance, au sens résistance qu'on avait pendant la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs, contre le gouvernement de Kiev. Cette résistance a été très largement alimentée par les recrutements forcés, etc., et l'effritement croissant des conditions économiques et sociales du pays. Par conséquent, l'Ukraine se désagrège toujours davantage, le front se désagrège du côté ukrainien toujours davantage, et les Russes peuvent accentuer la pression. Et on a vu, j'ai pas la photo ici, mais on a vu récemment dans la présentation du chef de l'état-major général russe, général Gerasimov, on avait en arrière-plan une carte qui montrait que les Russes envisageaient de s'étendre jusqu'à, ils l'ont pas dit, mais la carte le suggère que la Russie pourrait s'étendre jusqu'à Odessa. Et ça fait sans doute partie de cette politique de pression que les Russes font planer sur l'Ukraine et sur les Occidentaux en disant: vous voulez pas accepter nos conditions, pas de problème, nous on continue d'avancer. Et plus vous tardez, plus la situation se dégradera pour l'Ukraine. Et que si vous ne voulez rien faire, eh bien l'Ukraine se réduira comme une peau de chagrin, et que probablement elle perdra son accès à la mer Noire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ces soi-disant initiatives européennes, qui sont finalement qu'un remixage de solutions présentées précédemment, mais qui n'ont aucun élément nouveau, qui sont systématiquement refusées par les Américains, par les Russes, par tout le monde à vrai dire, mais que les Européens continuent à développer, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, il y a évidemment le refus d'accepter les conditions russes, parce que si on acceptait les conditions russes, eh bien, ça voudrait dire que l'Ukraine a perdu. Et ça, c'est une chose que les Européens ne veulent pas admettre. Ils ne veulent pas admettre la réalité, et c'est l'Ukraine qui paye le prix de cette situation. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire sur ces garanties de sécurité.